moi, je vais embrayer un petit peu sur les vaccins polémiques. Parce qu'il y a quand même donc des vaccins qui, à chaque fois, font l'actualité. Et donc, notamment donc l'un des vaccins donc qui fait l'actualité et qui a été, va être introduit donc dans le programme, c'est le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Donc, j'ai pris la peine donc d'inviter un ami et collègue qui est gynécologue, qui est le docteur Sorel Camto. Cher Sorel, est-ce que tu peux prendre la parole et nous parler un petit peu donc de ce cancer donc du col de l'utérus et pourquoi est-ce que euh, le Cameroun a adopté ou bien comment est-ce qu'on expliquerait maintenant aux familles qu'on adopterait donc ce vaccin-là qui se fait chez les adolescents, donc en adolescence, pour les protéger donc contre le cancer du col. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour aux téléspectateurs et merci de m'avoir invité à ce deuxième talk show de Maître Kamer. Je suis très ravi d'être là avec les copanélistes qui ont évoqué différents aspects du vaccin. Voilà, avant d'arriver au vaccin du cancer du col de l'utérus, je levais la main tout à l'heure parce que je voulais faire un commentaire sur quelque chose que le docteur Ndé a dit concernant les indications du vaccin. Mais ça concerne toujours la femme enceinte parce que moi, je travaille beaucoup avec les femmes, parfois enceintes, parfois pas, parfois des adolescentes, on y reviendra maintenant. Alors, quand moi j'ai commencé, bon, moi je travaille en Belgique. Quand j'ai commencé à travailler en Belgique en 2009, GSK était en train de négocier pour avoir un remboursement par la sécurité sociale du vaccin trivalent, diphtérie, coqueluche, tétanos. GSK, c'est une industrie pharmaceutique. Je le précise juste en passant. Et effectivement. Donc, le but était, on disait, il faut vacciner. Il y avait eu quelques recrudescences de coqueluche chez les nouveau-nés. Et on disait, ben, il faut vacciner le papa et la maman et éventuellement les grands-parents si le bébé sera dans un cocon familial où les grands-parents sont compris. Et ça pouvait sonner logique, c'est-à-dire on vaccine le papa, la maman parce que c'est eux qui ont la possibilité en sortant de pouvoir prendre éventuellement la coqueluche et de pouvoir contaminer le nouveau-né. Et donc le vaccin est passé et on a commencé à vacciner les femmes enceintes. Et moi également, dans ma pratique, j'ai commencé à vacciner toutes les femmes enceintes, généralement dans le troisième trimestre. Donc, on vaccine les femmes enceintes, elles accouchent. Et quelques années après, autour de 2013-2014, du coup, le vaccin a une durée de 10 ans. Normalement, on devrait vacciner une femme si elle accouche après 2-3 ans. On ne devrait pas revacciner. Alors, on reçoit de nouveau dans des congrès des délégués et des médecins de firmes pharmaceutiques qui, avec une étude qu'ils ont réalisée, démontrent que les bébés naissent avec les anticorps et ce serait bien de vacciner à chaque grossesse les mamans pour que les bébés naissent avec les anticorps. Alors, ok, soit, mais on avait déjà vacciné le papa, la maman, la grand-mère, la grande-tante et tout le monde. Et quel est le but que le bébé naisse avec les anticorps? Donc, alors, je tire un peu cette polémique pour venir sur ce que Francis appelait les indications du vaccin. Et d'un autre côté, pour arriver à ce que la question que tu as posée à Nono sur la production des vaccins en Afrique, et ça viendra à la réponse sur le cancer du col et les indications du vaccin du cancer du col au Cameroun. Donc, en fait, ici maintenant, le groupement belge de gynécologie obstétrique conseille de vacciner les femmes enceintes à chaque grossesse parce que les bébés naissent avec les anticorps. Mais on comprend très bien que d'un point de vue scientifique, voilà, ça tient, ça ne tient pas. D'un point de vue de lobbying, des maisons de vaccination, c'est intéressant parce qu'on vend plus. Bon, après, on peut comprendre que l'autorité accepte de faire passer ça parce que GSK produit ses vaccins en Belgique, ça donne le travail à des gens en Belgique, GSK paye des taxes à l'État belge qui permet de refinancer la santé. Donc, quelque part,
c'est quelque chose qui a un sens dans un contexte où on produit ces vaccins, ça donne du travail aux gens, vu que l'innocuité a été démontrée dans la phase de mai, donc c'est quelque chose qui n'est pas choquant. C'est-à-dire, on peut dire oui, ok, on va vacciner chaque femme, on va vendre plus de vaccins, mais c'est dans un cercle qui fait tourner l'économie et c'est compréhensible. Chez nous, concernant le cancer du col de l'utérus, oui, c'est un vaccin qui est utilisé. Il existe actuellement sur le marché essentiellement 2 maisons pharmaceutiques qui produisent des vaccins pour le cancer du col de l'utérus. Le Gardasil, qui était un vaccin qui avait 4 souches au départ, et actuellement ils ont Gardasil 9 qui contient 9 souches. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de types de virus qui peuvent donner le cancer du col de l'utérus. On n'a pas encore un vaccin qui couvre tout. Et l'avantage dans ces vaccins, du moins le Gardasil, c'est qu'il contient également il protège également contre les condylomes. Donc les condylomes, c'est une pathologie bénigne, mais très gênante, qui donne des verrues au niveau génital chez les femmes et même chez les hommes. Donc, Gardasil 9, qui est actuellement sur le marché, et l'autre concurrent, c'est le Cervarix, qui contient seulement 2 souches de vaccin contre le cancer du col. Mais il y a quand même donc de la polémique donc sur le Gardasil. Il y a donc des effets secondaires donc qui sont reportés depuis quelques années, qui voilà, où en fait pour l'instant on n'arrive pas à, du moins ceux qui ont rapport donc ces effets secondaires là, il n'a pas été encore mis en évidence une relation entre le vaccin et ses effets secondaires, mais pourtant donc si les gens se plaignent, c'est que voilà, ils ont des plaintes. Est-ce que tu peux en dire quelque chose? Oui, alors, on en a parlé tout à l'heure, Edouard en a parlé, Francis en a parlé. Chaque médicament a ses effets secondaires et après, il faut réussir à démontrer justement la causalité entre le vaccin disons, l'effet secondaire qui a été mis en évidence. Et je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui parlait de la façon de communiquer sur ces effets secondaires. En général, je vais revenir là-dessus, en général, pour la protection contre le cancer du col de l'utérus, le vaccin n'est pas très ancien. Hein. C'est dans les années, je crois, 2005, qu'on a commencé vraiment des couvertures vaccinales, disons, à grande échelle. Et d'un point de vue scientifique, ce qui a été déjà bien démontré avec des études comme il se doit, reste le frottis du cancer du col de l'utérus. Ça, c'est d'abord la première chose qui doit entrer dans notre tête. C'est que le cancer du col de l'utérus a été démontré pouvoir être réduit par les frottis à partir de l'âge de 24-25 ans, tous les 2-3 ans, mais ça demande voilà, une mise en place, une organisation de dépistage, une sensibilisation et tout le reste. Juste pour que nos téléspectateurs comprennent bien, quoi. C'est donc ce vaccin contre le cancer du col de l'utérus donc a été développé par rapport à parce qu'on pense, pas qu'on pense, il était mis en évidence que une infection donc par voie sexuelle qui est faite donc par le papillomavirus donc est fortement responsable du développement de ce cancer-là à l'âge adulte. Donc, et on pense que donc l'idée derrière, c'est de pouvoir donc chez les jeunes filles, donc en adolescence déjà, de pouvoir leur donner un vaccin contre cette infection-là, qui réduirait de manière voilà significative le risque de cancer à l'âge adulte. Donc, c'est quelque chose qui se fait en Europe depuis un bon nombre d'années et qui va commencer à s'installer au Cameroun. Donc, c'est pour ça que, cher Sorel, que je pense que nos téléspectateurs donc t'écoutent de manière très attentive. Oui, alors donc effectivement, le papillomavirus est mis en évidence dans jusqu'à 85% des cas dans certaines études comme étant, disons, lié au cancer du col de l'utérus. Et la stratégie au départ était de vacciner les jeunes filles avant l'âge de l'activité sexuelle, donc de les vacciner avant qu'elles ne soient en activité sexuelle pour pouvoir contracter ce virus qu'on appelle le human papillomavirus.
et qui serait responsable. Le fait, c'est qu'il en existe beaucoup de types de human papillomavirus. Il y a des types qui sont essentiellement liés au cancer et il y a des types qui sont liés également au condylome, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais pour rester toujours donc dans l'esprit un trait, parce que on va pas trop rentrer donc dans la partie très scientifique donc de la chose et très très médicale de la chose, pour rester dans un domaine purement de compréhension globale. Ce vaccin-là, il est quand même mis dans des conditions où en fait, en Europe, mais dans les sociétés européennes, l'âge donc de l'activité sexuelle, voilà, pouvait commencer donc dans l'adolescence. Et donc, où on partait donc du fait que, donc, vu que le risque peut être élevé, donc, au niveau donc de l'activité sexuelle, il valait mieux introduire donc ce virus-là. Cher Sorel, penses-tu que l'âge de l'activité sexuelle au Cameroun serait identique à celle donc qu'on aurait donc dans ces pays européens-là, et serait-ce donc justifié chez nous qu'on introduise ce vaccin-là? Alors, je pars dans... Pour moi, l'âge de l'activité sexuelle est toujours en décrescendo, même chez nous. Hein. On ne va pas se voiler les yeux. On voit de plus en plus des jeunes filles dans les lycées et des jeunes garçons qui commencent l'activité sexuelle de plus en plus jeunes. En Belgique, on vaccine les filles de 12 ans jusqu'à 10, c'est remboursé de 12 ans jusqu'à 19 ans. Même les garçons, actuellement, peuvent être vaccinés. Parce qu'il faut savoir que les garçons sont généralement des gros vecteurs, parce qu'ils ne développent pas rarement les cancers du pénis, ils peuvent avoir des condylomes, mais je ne vais pas rentrer dans la sphère homosexuelle avec les cancers de l'anus et du rectum, mais on voyait que les garçons étaient ceux qui justement étaient des vecteurs, des porteurs sains et qui transmettaient aux jeunes filles le virus. Donc c'est l'Australie qui était pionnier là-dessus. Actuellement, de plus en plus, il y a des pays européens qui remboursent, parce que le vaccin est disponible toujours. Hein. Je parle de remboursement et d'organisation. Du moment que la sécurité sociale rembourse, ça élargit, disons, la population qui sera vaccinée, vu que c'est des vaccins qui sont relativement chers. Donc actuellement, on vaccine même les garçons pour empêcher. Et il ne faut pas oublier que également les pratiques sexuelles, l'ouverture et, disons, la banalisation des pratiques sexuelles fait qu'avec la diffusion du sexe oral, le papillomavirus devient de plus en plus responsable également des cancers de la gorge. Ok, Donc, vu qu'on est dans un milieu où on voit bien qu'on veut agir au niveau pédiatrique, permets-moi, Sorel, de me tourner donc vers notre pédiatre, qui est donc le docteur Ngou. Patrick, j'aimerais avoir Oui, Jean-Louis. un avis assez critique donc de ta part. Merci, Jean-Louis. Donc, ma prise de parole, vraiment, ce sera sur deux aspects. Et je vais tout faire pour être le plus simpliste, avec le langage le plus simpliste, parce que je me mets aussi un peu à la place de cette population et qui a peut-être des craintes justifiées. Et j'ai dit tout à l'heure que toute communication est contextuelle. Donc, on se rend maintenant compte qu'on n'a plus le monopole de la communication. C'est un avantage, mais c'est aussi un problème. Tout le monde peut sortir une information et parfois, ce n'est pas le message qui est le plus important. Il y a le messager, il y a le contexte. On est tous d'accord que le vaccin contre le cancer du col est arrivé dans un contexte particulier, où il y a eu des prises de parole de certains scientifiques de l'autre côté qui parlaient des Noirs d'une façon un peu caricaturale. On a eu le coronavirus et on a eu dans la foulée la vaccination contre le cancer du col. Si cette vaccination avait été implémentée il y a 1 an, est-ce que les débats seraient les mêmes, auraient été les mêmes? Ça, c'est la première question qui, nous, scientifiques, nous pousse à revoir un peu la chose. Et la deuxième chose, c'est que le cancer du col, ce n'est pas une pathologie pédiatrique. Le cancer du col, ce n'est pas une pathologie pédiatrique, mais la vaccination se fait en âge pédiatrique. Et comment est-ce qui donc, ça c'est pour moi vraiment en tant que pédiatre, c'est ça le débat. Est-ce que je peux avoir, moi en tant que pédiatre, les arguments suffisants pour convaincre une mère en vaccination et lui dire, ton enfant, tu dois la vacciner contre le cancer du col parce qu'elle pourrait faire un cancer du col à l'âge adulte. C'est vrai qu'on a des formes précoces, mais je crois que les formes les plus précoces sont dans la vingtaine. On a dépassé
On a dépassé 18 ans pour le cancer du col. Donc, qui parle de la vaccination contre le cancer? Moi, je pense que l'enjeu et la difficulté, là, on a un peu péché. On a été un peu faible. C'est cette cohésion-là. C'est pour ça que j'ai encore parlé de ce slogan santé par tous. On ne peut pas parler de la vaccination du cancer du col sans que les gynécologues ne soient mis devant et le ministère. On se rend compte que dans nos médias locaux, les cancers du col, de ce que je vois, on n'entend pas beaucoup parler des dégâts du cancer du col. Est-ce qu'il faut faire des documentaires chocs sur des formes précoces de cancer du col pour que maintenant les pédiatres par la suite viennent dire, écoutez, il y a une solution. C'est tard quand la femme va venir voir le gynécologue en consultation. Et ça peut être un peu tôt quand le pédiatre va voir. Je crois que vraiment, avec les confrères, avec le ministère qui est présent, avec tout le monde, je crois que vraiment, pour ce cas d'espèce, pour le cancer du col de l'utérus et le vaccin qui a fait ses preuves, quelle est la meilleure approche pour que la population se rende compte que on n'a pas pour objectif de stériliser nos frères, mais on a pour objectif encore et toujours de faire la promotion de la santé. Donc voilà un peu les deux. Je reste avec toi, toujours donc sur ces vaccins donc qu'on fait en pédiatrie. Et la question qu'on peut se poser, c'est un enfant qui est en bonne santé et qui mange bien, se nourrit bien. Pourquoi est-ce qu'il faudrait le vacciner s'il est en bonne santé? C'est un argument donc des anti-vaccins qui disent mais je vois pas pourquoi est-ce qu'on donnerait quelque chose à des enfants qui sont en bonne santé, qui se développera en bonne santé. On leur donne un traitement contre quelque chose, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait le faire? L'argumentaire que tu utilises pour le papillomavirus, c'est-à-dire on vaccine en adolescence par rapport à une pathologie qui pourrait se développer à l'âge adulte. Les enfants, les nouveau-nés qui naissent, aucun d'entre eux n'a eu la tuberculose, n'a rien dessus, mais on les vaccine. Docteur Ngou, dites-moi. Jean-Louis, j'ai toujours cette approche qui sort du domaine médical. Quand vous achetez une voiture toute neuve, vous ne pouvez pas la conduire sans assurance. Et l'assurance, c'est pour le risque d'accident. Et qu'elle soit toute neuve, que vous ayez confiance, n'importe comment, il y a toujours un facteur lambda, il y a toujours un facteur externe qui intervient. Et on dit toujours qu'une personne en santé, ce n'est qu'un malade qui s'ignore. Ce n'est qu'un malade qui s'ignore. Donc, on ne peut pas prendre la vaccination de façon isolée. On ne peut pas prendre un problème de santé de façon isolée. Parce que c'est un tout. Et je reviens encore sur ce que Edouard a dit tout à l'heure par rapport à l'eau potable. Si on vous demande de choisir entre l'eau potable et le vaccin contre le choléra, qu'est-ce que vous choisirez? Donc, vous voyez donc qu'il y a des choses qui s'ajoutent de façon ponctuelle et contextuelle dans l'évolution de la société, l'âge des rapports sexuels qui est rapproché, les foyers monoparentaux, les foyers recomposés, les enfants qui sont incarcérés, des conflits. Donc, je crois que même les périodes de conflit sont des périodes où vraiment on doit être plus regardant autant sur la vaccination qu'autant sur la vaccinovigilance. Donc, on ne peut voir ces choses que sous un prisme général. La vaccination a fait ses preuves. Le rêve, c'est qu'on ait éradiqué certaines maladies dont on sait qu'on est capable d'arriver à l'éradication, comme la rougeole, comme la poliomyélite. Pourquoi s'encombrer de ces pathologies? On arrive donc bientôt au thème de notre émission. Je vais me tourner vers le docteur Flavien Donko, qui est anthropologue et qui, déjà donc, au début de l'émission, nous parlait donc de l'acceptation donc du vaccin, où il y a nécessité donc d'informations donc pour la population. Docteur Donko, il y a quand même aussi une partie de la population, et pas seulement ceux qui sont des intellectuels ou pas, une réaction réflexe. Donc il y a quand même au sein de la population cet esprit de nous ne sommes pas des cobayes. Qu'est-ce que vous voulez nous imposer des choses? Donc du point de vue de l'anthropologue qui voit ça, qui analyse là,
quelle est la profondeur de ça? Le regard, l'acceptation ou bien donc les difficultés qu'il y a donc sur le terrain avec la compréhension de la nécessité donc de ce vaccin-là ou bien pas du tout, donc sa non-nécessité et le fait que la population comprenne ce qui lui arrive. Flavien. Merci Jean-Louis. Donc, je pense que c'est vraiment important de ne pas laisser le vide sur le terrain en termes d'information. Plusieurs panélistes ont soulevé la nécessité de bien informer les populations et je crois qu'on est qu'au début du coronavirus, mais ça aurait déjà été important que le ministère de la Santé, d'autres scientifiques passe déjà des informations sur l'importance de la vaccination, les enjeux de cette vaccination, pourquoi c'est nécessaire, absolument nécessaire d'imaginer une vaccination dans cette situation, même avant que le vaccin soit prêt. Et ce genre de discussion devait être prolongé déjà dans les communautés, pour associer les communautés déjà à la préparation, à l'attente de ce vaccin. Et non attendre qu'un vaccin soit disponible un jour et qu'on vienne essayer de leur imposer en disant c'est de votre bien. Les gens sont bien placés pour savoir qu'est-ce qui est leur bien. Et comme disait encore le docteur Djikessi, je crois, que c'est toujours très important de solliciter le consentement éclairé des gens. Et Dieu seul sait si c'est toujours le cas sur le terrain, parce que parfois, les équipes s'amènent et vous disent, voilà, c'est important, il faut vacciner, et puis tout de suite, on passe à l'acte. Donc, c'est regrettable qu'il y ait ce vide en termes d'information en ce moment concernant le coronavirus. Et ce qui fait que des charlatans maintenant occupent les réseaux sociaux et diffusent toutes sortes d'informations qui vont maintenant préparer le terrain à la résistance contre ce vaccin-là, si un jour il y a un vaccin. Donc, et des gens vont résister parce qu'il y a déjà eu des antécédents concernant les résistances des populations contre les vaccins. On a bien pensé que c'est quelque chose qui est important pour la santé, mais rien ne garantit que la demande sera là. Rien ne garantit que des personnes visées par ces vaccinations vont accepter. Surtout, encore un intervenant parlait des indications de vaccins tout à l'heure. C'est pas toujours aussi fin, aussi précis qu'avec des médicaments où on vous dit pour telle personne et voici si c'est telle catégorie de personnes qui est dans les besoins et telle autre n'est pas dans les besoins. Mais avec les vaccins, on a toujours l'impression que tout le monde doit être concerné, tout le monde est pratiquement obligé de le faire pour éviter la propagation de certaines pandémies ou des maladies. Donc, on n'est pas toujours très, très précis là sur cette question en direction des populations, mais les attentes, c'est toujours de donner l'information, de laisser que les gens prennent même des décisions, de ne jamais forcer les gens à prendre les vaccinations, mais d'associer, comme recommandent plusieurs experts de nos jours, d'associer ces populations dans la préparation, dans les phases de préparation, de vaccination et même après. Donc, c'est très important que les communautés soient associées. Le représentant du ministère a parlé au début des formations qui sont faites au niveau du personnel de santé pour les informer, renforcer leur information sur les vaccins qui étaient en cours. Mais on devrait vraiment les encourager à toucher aussi les communautés dès le début de ces formations et pas seulement attendre de former le personnel qui doit relayer ou pas relayer l'information sur le terrain, puisqu'après, ce n'est pas toujours évident de contrôler la qualité de ce qui est fait après sur le terrain, mais c'est important d'associer les communautés dès le départ. Donc, je dirais, le manque d'information, l'absence d'information peut être un véritable obstacle après pour des vaccins, quelle que soit leur utilité. Donc, c'est important d'associer les communautés, d'expliquer, d'éduquer, de négocier, parce qu'en fait, avec les vaccinations, c'est vraiment beaucoup plus de négociation. Il faut être à l'écoute et éviter cette arrogance médicale que c'est bien pour votre santé, on est des experts, on vient pour vous faire du bien. Non, les gens sont bien placés et pour bien. Ne jamais dissocier la vaccination de la société, parce que c'est vraiment un marqueur très important de la température socio-politique, socio-économique dans une communauté. Quand il y a un problème de rupture de confiance, le risque c'est très grand qu'il y ait des rejets, non seulement de la vaccination, mais même des hôpitaux et même du personnel de santé. Donc, il y a vraiment une nécessité, une urgence à ce que les gens soient informés pendant tout le processus de préparation, de conception de ces vaccins, afin que le moment venu, tout le monde soit comme et partie prenante du processus. Ça me permet donc de venir donc sur le coronavirus et me tourner donc vers le docteur donc Estelle Raïssa.
après son intervention, on prendra donc quelques questions donc du forum là, de la part de Laetitia. Raïssa, le corona nous a quand même montré, la Covid-19 nous a montré quand même depuis plusieurs mois. Ce n'est pas la grippe simple qu'on attendait, mais d'un autre côté, l'Afrique n'est pas touchée autant on penserait qu'elle serait touchée. Vu qu'aujourd'hui, en termes donc de traitement du coronavirus, donc il y a plusieurs essais qui sont faits, il y a plusieurs choses qui sont faites, on n'a pas encore trouvé le traitement curatif donc de la phase aiguë. A-t-on besoin d'un vaccin contre le corona? Est-ce que c'est ça la solution? Merci pour la question, Jean-Louis. Comme tu l'as si bien souligné, là, en ce moment, le monde traverse quand même une ère assez délicate avec cette pandémie qui a surpris tout le monde et qui ne laisse personne indifférent, le Covid, la Covid-19. Malheureusement, pour ce coronavirus, il n'y a pas de traitement spécifique. Donc, tout le monde y va de sa petite cuisine, son petit, comment on va dire, sa petite Protocole, concoction culinaire, protocole là, interne. voilà. Et voilà, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bon, on essaye de recadrer un peu pour la prochaine, pour la suite. C'est un peu difficile dans ce contexte-là, de l'émergence de ce nouveau germe qui n'était pas connu avant. Il faut déjà pouvoir l'étudier, essayer de déterminer toutes ses caractéristiques. Et c'est quand on l'aura mieux étudié qu'on peut essayer d'évaluer et de prendre des dispositions pour le contrecarrer. Donc, étant donné qu'actuellement, il n'y a pas de traitement curatif, comme on le sait tous, l'industrie pharmaceutique essaye donc d'élaborer un traitement préventif, en fait, pour éviter déjà la survenue de cette maladie, donc de prévenir en aval. Maintenant, Donc est-il possible? dans le principe même d'une prévention éventuelle contre une infection à coronavirus, comme c'est aussi le cas contre le virus de la grippe et d'autres, on va dire l'idée d'un vaccin, ce n'est pas si mauvais que ça, du moins dans la compréhension. Oui, à la base, de façon générale, la vaccination, le but de la vaccination, c'est la prévention. Donc, à la base, on ne peut pas rejeter en bloc une idée de vaccination. Maintenant, quand on rentre donc dans chaque spécificité, est-il possible par rapport à ce virus d'avoir une vaccination efficace et qui ne, je veux dire, sans effet secondaire majeur et qui pourra prévenir un grand nombre de personnes, qui pourra éviter donc pour une grande population d'avoir de contracter le virus. Il se pose donc un problème parce que le virus, le coronavirus, réagit sur l'être humain, enfin, sa présence dans l'organisme entraîne déjà des réactions immunitaires. Et donc, le fait que le vaccin, quand il est administré, tout vaccin, son but est de créer des réactions immunitaires dans l'organisme. Donc, est-ce que en créant un vaccin contre le coronavirus, on ne va pas plutôt donc enclencher les réactions immunitaires qui sont létales pour l'organisme? Le coronavirus, quand il entre dans l'organisme, il est responsable de réactions immunitaires. Et c'est ces réactions immunitaires, lorsqu'elles ne sont pas adaptées ou qu'elles sont excessives, qui sont responsables pour la plupart donc des complications, de la survenue de complications. La Donc phase maintenant, aiguë. est-ce qu'en créant donc ou en sortant ce vaccin contre le coronavirus, on ne va pas faciliter les réactions immunitaires? C'est la question qu'on se pose. Maintenant, si
on se dit que la réaction immunitaire va se faire et que à la base, il y a à peu près 80% de personnes qui vont avoir le virus, mais qui seront asymptomatiques, et peut-être 10% qui vont avoir ces complications. Est-ce que le bénéfice, quand on fait le rapport bénéfice-risque, le vaccin serait adéquat, serait La question, adapté pour les... la question, elle est tellement pertinente que ça me permet de me retourner vers Docteur Nono.